Merci d'être là encore une fois pour cette session qui s'intitule Préserver la biodiversité, explorer de nouveaux modèles de planification de la conservation. C'est certainement un thème très approprié, très actuel. Je serai accompagné de confrère Brendan Laforêt, qui est spécialiste principal espèces et écosystèmes arctiques au World Wildlife Fund. Jean-Philippe Messier, qui est fondateur et directeur de la réserve de biosphère de Manicouagan-Wapishka. Il sera accompagné de Éric Canapé, qui est conseiller Savoir Innu et Territoire. Et finalement, Robin Allard, superviseur général environnement chez Anico Eagle. Dans un premier temps, j'aimerais vous faire un tour de piste, si on veut, de la situation de la biodiversité. Pour vous dresser un bilan général également des différentes étapes de négociation internationale. Vous le savez sans doute, cette année, 2021 sera une très, très grosse année en termes de biodiversité. Alors, la biodiversité arctique, évidemment, on le sait, ça regroupe des espèces très emblématiques de la planète. On pense évidemment à l'ours polaire, au narwal, au morse, au caribou, baleine boréale, beluga, phoque. Ce sont des espèces qui souvent rejoignent le public directement et nous permettent de faire une bonne communication, je dirais, sur les grands enjeux de la biodiversité. Mais évidemment, la biodiversité arctique, c'est beaucoup plus que ça. Environ plus de 21 000 autres espèces qui sont connues, qui sont bien adaptées aux conditions environnementales particulières de l'Arctique. Évidemment, on pense aux mammifères, aux oiseaux, aux poissons, aux invertébrés, aux plantes, champignons, microbes, virus. Souvent des espèces qui ont peut-être un peu moins la cote au niveau du public, mais qui font partie de cet écosystème vraiment riche et précieux. Évidemment, des habitats fragiles, qui présentent une grande diversité. On pense à des habitats terrestres, marins, d'eau douce. Vous les connaissez, de la toundra aux lacs et rivières, aux montagnes, aux glaciers, à la banquise, aux icebergs, aux polynies. Bref, ce sont des habitats qui sont vraiment très, très fragiles. Mais un aspect très, très important, c'est que la biodiversité est vraiment au cœur de la culture également des peuples du Nord. Cette biodiversité arctique, elle fournit bien sûr des services aux communautés, mais elle est aussi au cœur des valeurs fondamentales des peuples du Nord. Et cette nature, pour les peuples du Nord, c'est un mode de vie. Et c'est très, très important de garder ça en tête. Le savoir traditionnel, la vitalité des mœurs et coutumes ont toujours permis aux Autochtones d'entretenir vraiment une relation très particulière avec la biodiversité. Cette biodiversité, elle est beaucoup plus importante qu'une réponse à des besoins alimentaires. Elle participe vraiment à l'identité des peuples, à leur survie culturelle et à leur vie spirituelle. Donc, on le voit bien, cette biodiversité-là, si on veut la préserver, c'est beaucoup plus que les images qu'on nous renvoie très souvent d'ours polaires. Quels sont les derniers engagements planétaires envers la biodiversité? Bien, on s'est réunis en 2010 à Nagoya, au Japon, pour adopter un plan stratégique biodiversité 2011-2020 qui incluait 20 objectifs de conservation de la biodiversité, ce qu'on appelle les objectifs d'Aichi. C'est l'année bilan. Donc, si on regarde le bilan de ces 20 objectifs, il est assez simple. C'est un échec. Bien sûr, il y a certains objectifs qui ont montré une certaine progression. Je pense, par exemple, à la protection et la création d'aires protégées, par exemple, mais aucun objectif ne sera complètement atteint, ce qui demande donc, je dirais, une nouvelle approche pour essayer de voir un petit peu comment on peut hausser les ambitions en termes de biodiversité.
Si on fait un petit tour rapide de l'état et des tendances de la biodiversité dans le monde, vous l'avez sans doute vu passer, le fameux rapport de l'IPBES qui a été publié en 2019 montre que ça ne va pas très bien. 75% des milieux terrestres, 66% des milieux marins sont sévèrement altérés par des activités humaines. Jusqu'à 1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction au cours des prochaines décennies. Pour vous donner une idée de la rapidité à laquelle tout ça s'opère, en 2016, il y avait une plante sur 5 qui était menacée d'extinction. En 2020, c'est 2 plantes sur 5. Les espèces exotiques envahissantes ont augmenté de plus de 70% dans les différents territoires à travers le monde depuis 1970. On note une dégradation importante des sols avec une réduction de 23% de productivité. Évidemment, l'expansion des activités agricoles se fait souvent au détriment des forêts. Perte des milieux humides, très, très important. Depuis 1970, on parle de 35% de perte des milieux humides et on connaît l'importance de ces milieux humides-là pour les écosystèmes. Encore beaucoup d'eau usée qui sont rejetées dans l'environnement sans aucun traitement. Ce que le rapport a montré également, et c'est une bonne nouvelle, c'est que les terres qui sont gérées par les peuples autochtones subissent une dégradation moins rapide que les autres. Donc, on est ici dans une inspiration de solutions sans doute à retenir pour le futur. Si on fait un tour très rapide de la situation au Québec, bien, on voit que ça nous touche également beaucoup. Vous le voyez par les différents chiffres, ce sont à peu près comparables. Il y a des données supplémentaires, par exemple, pour les plantes menacées ou vulnérables où on se rend compte que la situation semble meilleure, mais on pense que c'est surtout en raison de l'amélioration des connaissances selon les spécialistes. Évidemment, plusieurs espèces qui sont en déclin chez nous aussi et qui demandent à être surveillées de près. Même chose pour les oiseaux des champs, par exemple. Donc, on le voit bien, ce n'est pas une situation idéale qu'on parle de reptiles, d'amphibiens, de poissons, d'oiseaux, d'invertébrés ou de mammifères. Et on note également chez nous aussi une hausse des espèces exotiques envahissantes. Au niveau de la forêt, mature, on note un déclin en forêt publique, une hausse en forêt privée. Donc, c'est un domaine qui est relativement suivi de près. Tout ça nous mène vers un nouveau cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020, puisque cette année, c'était le bilan du plan stratégique 2011-2020. Et maintenant, c'est une occasion vraiment pour hausser les ambitions, revoir certaines définitions et y aller de cibles beaucoup plus faciles à mesurer. Dans le dernier plan stratégique, souvent on disait améliorer tel aspect. Ça devient extrêmement difficile à faire des suivis scientifiques efficaces. Donc, on va s'enligner vers des cibles de type SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définies pour pouvoir vraiment faire de meilleurs suivis. Ce qui est intéressant, c'est que dans la nouvelle approche, tout le monde est inclus. C'est ce qu'on appelle une approche inclusive et participative. Donc, évidemment, les pays, les États, mais les villes, les populations locales, les Autochtones, le milieu académique, le monde des affaires, les industries, les citoyens, les jeunes. On est vraiment dans une approche qui va demander un effort à tout niveau. Le Québec est bien positionné. Pour ces négociations internationales, bien sûr, nous sommes avec la délégation canadienne, mais Québec qui représente également les gouvernements infranationaux de la planète qui sont inscrits à ce comité consultatif. Donc, ça nous donne une voix officielle pour négocier. Il y a eu 2 rencontres de négociation jusqu'à maintenant. Une première qui s'est tenue à Nairobi et la dernière en mars dernier qui s'est tenue à Rome, où on est revenu un petit peu plus tôt que prévu, puisque en Italie, en mars dernier, c'était un peu chaud. Et depuis ce temps-là, évidemment, le calendrier de négociation internationale est toujours décalé, mais on sait qu'on se dirige vers une COP 15 en biodiversité et une adoption d'un nouveau cadre mondial de la biodiversité que l'on espère tous à Kunming, en Chine,
probablement à l'automne 2021. Ce qu'on entend beaucoup parler, là, parmi les différentes cibles qui sont discutées, il y a cette cible connue pour une projection d'air protégé qui devrait atteindre 30 % pour 2030. 30 % autant terrestre que marin. On se souvient que les cibles dans le dernier plan stratégique étaient 17 % d'air protégé terrestre et 10 % marin. On passe à 30 %. Évidemment, pourquoi 30 % ? Parce que c'est le minimum requis selon les scientifiques pour protéger cette biodiversité-là. Plusieurs pays se sont engagés à atteindre cette cible, dont le Canada. Évidemment, il y aura plusieurs définitions à revoir, mais ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que les solutions nature viennent de plus en plus à la rescousse de nos efforts de lutte au changement climatique. Donc, soyez certains que vous allez voir de plus en plus des calculs complexes d'absorption de CO2 par les forêts, les milieux humides, etc., et que ça va rentrer de plus en plus dans le bilan des différents pays. Donc, changement climatique et biodiversité se combinent de plus en plus sur la scène internationale pour arriver avec, je dirais, une vision d'une société de demain qui est plus prospère au niveau environnemental, plus durable. Et donc, on est vraiment dans une combinaison des deux grandes conventions internationales. Comme vous savez, dans une autre vie, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps en Arctique et on a fait le passage du Nord-Ouest, entre autres, en 2002. Et nous sommes retournés au même endroit en 2015, 13 ans plus tard, pour constater les différences vraiment dans cet environnement unique. Et on a été soufflés par ce qu'on a vu, qui suit évidemment les grandes tendances scientifiques qu'on voit. On sait l'Arctique est victime directement des effets des changements climatiques et ces effets sont 2 fois plus importants que si on compare au reste de la planète. Donc, nous allons explorer ensemble comment on peut préserver cette biodiversité, mais avec des nouveaux modèles de planification de la conservation. Alors, on peut se poser différentes questions. Quels sont ces modèles? Quelle est cette balance essentielle entre la protection de la biodiversité, la conservation des habitats et le développement économique? Comment on peut s'assurer également qu'on a une pleine et entière participation des populations locales et autochtones? Il faut vraiment pouvoir profiter de leur savoir pour mettre en application des solutions qui vont être inclusives et qui vont vraiment intéresser tout le monde parce que c'est vraiment des problématiques qui nous concernent tous. Bien sûr, il est temps de passer en mode action. Ces solutions-là, elles existent. Il faut vraiment entrer en mode, je dirais, de consultation pour pouvoir passer à l'action rapidement parce que vraiment, on est dans une situation où le temps file très, très rapidement. Je vous ai parlé de mon implication au niveau de l'Arctique. Vous le savez, j'ai fait plusieurs grandes expéditions et c'est le savoir inuit qui m'a permis, je dirais, de passer au travers toutes les difficultés qu'on a eues, que ce soit en Arctique, en Antarctique. Et donc, j'ai une reconnaissance énorme pour cette transmission du savoir. Et je vous inviterai, avant qu'on passe aux autres panélistes, à peut-être regarder un court extrait vidéo pour vous montrer justement cette différence que nous avons constatée entre 2002, quand nous avons fait le passage du Nord-Ouest, et quand nous sommes retournés en 2015. Vidéo, s'il vous plaît. In 2002, while attempting the Northwest Passage, Sedna 4 is blocked, stuck in shifting sheets of ice that endanger the big schooner. The wait seems endless, but the safety of everyone aboard comes down to one quick decision. Kilometers of drifting ice present a serious threat. The crew, supported by a reconnaissance plane from the Canadian Ice Service, is at an impasse.
The ice cover is so thick that any attempt to force the ship through could prove fatal. But it's almost fall in the Arctic, and a solid sheet of ice could form at any moment, trapping the big schooner. Out of options, the crew gets set to forge ahead, come what may. These are precisely the conditions they wanted to avoid. The banging and grinding of the ice against the steel hull is unsettling. Progress is slow and difficult, but the big ship powers up her engines to push large drifting slabs of ice out of the way. Finally, an opening. After hours searching for small leads, Sedna is able to break free of the ice. She becomes the 7th sailing ship in history to navigate the Northwest Passage in a single season without an icebreaker to assist. The big ship has returned to the same spot on the same date 13 years later to observe the effects of warming in the Arctic. The difference is overwhelming. Sea ice is just a memory in a number of parts of the Arctic in summer. Alors voilà, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Je vous laisse tirer vos propres conclusions sur je dirais, la rapidité des changements qu'on peut observer dans l'Arctique. On va y aller avec notre premier intervenant, Brendan Laforêt. Il est spécialiste principal espèces et écosystèmes arctiques au World Wildlife Fund. Je vous rappelle qu'après la présentation de Brendan, nous allons déjà prendre quelques questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section questions et réponses et Brendan se fera un plaisir d'y répondre. Alors, Brendan, la parole est à vous. Merci beaucoup, Jean, et merci tout le monde. Un autre merci beaucoup au gouvernement de Québec pour l'occasion originale de participer à ce panel l'année passée et aussi à l'Institut nordique du Québec pour l'invitation d'aujourd'hui. Je suis très heureux de pouvoir parler avec vous et c'est un plaisir d'être virtuellement avec les autres panélistes encore aujourd'hui. Je m'appelle Brendan Laforêt et je suis un biologiste avec WWF Canada ou le Fonds mondial pour la nature et je suis basé ici à Montréal. Alors, juste une petite introduction à notre organisation. WWF Canada, c'est une charité environnementale. Nous sommes à l'œuvre sur le terrain de l'Arctique canadien et circumpolaire. Nous avons des bureaux dans l'Arctique en Groenland, les États-Unis, en Russie et aussi au Canada, y compris Iqaluit, où j'ai vécu mes premières 4 années travaillant pour WWF Canada. Nous travaillons directement avec les communautés nordiques sur les priorités communes de conservation. Aujourd'hui, je vais parler de 3 approches en protection de la biodiversité en Arctique. Et aussi, c'est une présentation et un résumé de la façon dont nous abordons la préservation de la biodiversité au Canada. Et ça représente le travail de moi-même, mais aussi beaucoup de mes collègues au WWF Canada. Alors, les 3 approches que je vais parler, c'est comment on peut répondre à la double crise climatique et la perte de la biodiversité. Comment on peut favoriser plus de certitude pour l'industrie tout en protégeant les aires de mise-bas des caribous. Et comment on peut soutenir les initiatives de conservation menées et détenues par les Inuits. La première approche dont je vais parler est un nouvel outil développé par WWF Canada appelé la protection du territoire pour les espèces.
un petit peu de contexte qui a contribué à le développement de cet outil. C'est vraiment une continuation de tous les statistiques qu'on a vues déjà, mais au Canada, l'état des espèces maintenant, c'est on a 50% des espèces sont en déclin. Ça vient de les data de la rapport Planète Vivante Canada de WWF Canada, mais quand Jean a démontré, il y a plein d'autres façons de parler de le pourcentage de déclin de la biodiversité au Canada. Et aussi en continuant de les images incroyables qu'on a vues avec la vidéo de Jean, le nord du pays se réchauffe 3 fois plus vite que le taux planétaire. Au Canada, c'est 2 fois, mais le partie nord du pays, c'est actuellement 3 fois maintenant, selon un rapport récent de Environnement et Changement climatique Canada en 2019. Et ce réchauffement est observé par Ciel du Nord. Et un exemple est ces photos que nous avons pris lors de fieldwork qu'on a fait proche de Pond Inlet Nunavut, qui est situé sur la côte nord de l'île de Baffin. Et c'est seulement la deuxième fois que ce baleine, qui a une cachalot, est événement. C'est le deuxième événement enregistré d'une cachalot aussi nord au Canada. C'était une grande surprise pour tout le monde quand on a vu une cachalot assez nord au Canada. Quelques d'autres statistiques. 84% des habitats avec les grandes concentrations des espèces en péril ne sont pas adéquatement protégés ou ne le sont pas du tout. Et 75% des habitats canadiens riches en carbone ne sont pas protégés aussi. Alors, devant la perte généralisée de biodiversité et la crise climatique, notre évaluation identifie les régions à conserver pour protéger la biodiversité tout en atténuant les dérèglements climatiques. Nous avons utilisé 4 entrées pour construire une carte des zones prioritaires, les habitats des espèces en péril et les espèces qui sont désignées par COSEPAC, la biomasse forestière, le taux de carbone dans le sol, et ces deux sont des représentations de le carbone qui est séquestré dans la nature, et aussi les refuges climatiques qui sont des zones avec un climat unique, ainsi des zones qui devraient être plus stables face au changement climatique. Et voilà le résultat et la carte principale du rapport. Cette carte montre les zones prioritaires pour les futures protections si on compte tenu des entrées mentionnées par la diapo précédente. Vous pouvez voir que la rouge foncée sont des zones de combinaison d'habitats des espèces en péril, du stockage de carbone élevé et des refuges climatiques. Je ne veux pas trop m'attarder sur la carte, c'est juste pour dire que cet outil pourrait être utilisé comme une première étape pour considérer de nouvelles zones protégées, pour augmenter l'efficacité de la préservation de la biodiversité et faire face à l'urgence climatique en utilisant les solutions basées sur la nature. Alors vraiment juste une première étape pour voir quand on peut maximiser nos efforts pour faire face aux deux crises de biodiversité et les changements climatiques. Je vais continuer avec la deuxième approche, c'est le besoin de certitude. Les économistes de Nunavut ont récemment déclaré que l'incertitude est un des plus grands obstacles au développement économique du territoire, et je suis totalement d'accord. Il y a beaucoup d'appréhension qui vient de l'incertitude. Et nous avons besoin des discussions franches pour les zones interdites et les zones ouvertes pour le développement des ressources naturelles. C'est peut-être controversé de dire, mais à moi et à nous l'époque des libres accès est révolue. Les espèces individuelles aussi à la sécurité alimentaire des peuples autochtones et les espèces en voie de disparition doivent recevoir une attention particulière lors de la planification de l'utilisation du territoire. Et aussi, la planification efficace de l'utilisation du territoire offre plus de certitude à l'industrie qu'en région où l'acceptabilité sociale le permet, puis identifier clairement les zones d'interdiction à éviter. La planification de l'utilisation de terres pour également fournir une certitude écologique pour les zones que les communautés nordiques ont identifiées comme importantes pour les raisons culturelles et environnementales. Je vais faire une petite étude de cas avec l'habitude du caribou toundrique
Et je n'ai pas dit ça au début de présentation, mais comme tu peux voir, je suis un biologiste avec une spécialité au Nunavut et pas directement dans le territoire nord de Québec. Alors, beaucoup de mes exemples et mes cartes viennent de Nunavut. Ici, on a une carte qui démontre que les caribous toundriques migrent des milliers de kilomètres et sont aire de répartition collective couvre la majeure partie du nord du continent et des îles. Les troupeaux de Québec sont absents de cette carte car ils sont constituent une unité de gestion distincte au Canada, mais la situation est tout aussi périlleuse que les caribous au Nunavut. Protéger toute leur aire de répartition n'est ni faisable ni nécessaire. Et les zones les plus sombres qu'on peut voir sur la carte sont une représentation approximative des aires de mise bas. Les aires de mise bas sont les aires qui changent légèrement au cours des années, mais leurs noyaux sont bien définis. Ce sont les zones qui devraient être interdites à toute perturbation et infrastructure, selon nous et selon beaucoup de gens du Nord. Nous avons mené des sondages dans les 3 territoires du Canada en 2017 et 2019 et les 2 fois, les résultats étaient les mêmes. On a eu 80% des résidents des territoires qui ont indiqué qu'ils soutiennent fortement la protection de ces zones et un autre 10 à 12% qui soutiennent quelque peu la protection de ces zones. Alors, d'avoir 90% de gens qui disent la même chose, c'est vraiment un message fort. Comme j'ai dit, la protection reçoit un fort appui. Et aussi, l'intégrité est importante pour ces habitats. Ce n'est pas juste qu'on doit protéger ces habitats alors que les caribous sont présents. C'est important de considérer aussi la maintenance de l'intégrité des aires de mise bas. Juste à côté des aires de mise bas, on a des aires d'élevage. Ce sont les zones qui entourent les aires et les caribous évoluent une période d'élevage. On a entendu durant nos sondages et aussi avec toutes nos conversations avec nos partenaires du Nord que ces zones sont plus grandes et que les restrictions saisonnières pourraient fonctionner mieux pour certaines utilisations. Ce sont les zones où il ne serait pas une bonne idée d'avoir une mine opérationnelle peut-être, mais donc les zones qui devraient être interdites à l'exploration, mais avec une courte restriction saisonnière d'environ 6 semaines pour la présence des caribous. Vous pouvez autoriser certaines utilisations accessoires comme des routes pour soutenir une mine exploitée ailleurs. On sait encore aussi qu'il y a plein d'études qui ont également montré l'importance de buffer habitat qui est juste autour des zones sensibles, comme les aires d'élevage ici. Et si on continue, on a généralement, et je sais que s'il y a des biologistes caribous sur la présentation, on va dire qu'il y a plein d'autres habitats pour les caribous, et c'est sûr, mais juste pour une petite étude de cas, on peut continuer à l'aire générale de répartition. Situé à la périphérie des aires plus sensibles dans toute l'aire de répartition d'une aire, d'un troupeau, et il serait possible d'y permettre des activités utilisant des mesures mobiles, et en cessant ces activités lorsque les caribous minent à travers la région, cependant le plan de chaque mine. Et aussi, on peut promouvoir l'exploration et centrer les futurs projets dans ces régions pour éviter les conflits avec les aires de mise bas ou peut-être les aires d'élevage, cependant la communauté et les vœux de communauté. De manière très générale, vous pouvez imaginer un gradient qui laisse les aires de mise bas intactes, permettre certaines utilisations dans les aires d'élevage dans d'une fenêtre d'environ 6 semaines lorsque les caribous utilisent la zone et encourage l'exploration et le développement en dehors de ces zones pour donner plus de certitude à tout le monde, plus de certitude à l'industrie et aussi plus de certitude aux communautés qui veulent protéger les zones comme les aires de mise bas. Finalement, je vais juste finir avec
la troisième approche, c'est des aires protégées et conservation inuit. C'est une suite de cas qui vient de Avictuk à Tolajuak, Nunavut. Et juste pour situer tout le monde, voici une carte du Canada qui démontre où se trouve Tolajuak. C'est vraiment dans le centre du nord du Canada et c'est actuellement une aire protégée que la communauté travaille maintenant pour l'avoir. Et l'aire protégée est située au point le plus nord de la masse continentale nord-américaine. Plus au nord, c'est juste les îles. Alors, c'est intéressant de voir où se situe ce aire protégée. La communauté a nous contacté parce que depuis 10 ans, il essaie de trouver une zone protégée sur la péninsule de Boothia ou une zone appelée en altitude Avictuk. Mon collègue et moi, qui s'appelle Paul Okelek, qui est ancien premier ministre de Nunavut, nous sommes rendu à Tolajuak pour écouter les représentatifs de la communauté et aider à élaborer un plan pour faire avancer la vision. Et l'une des premières choses que nous avons faites a été de leur donner les fonds nécessaires pour embaucher leurs propres consultants pour travailler directement pour eux afin qu'il soit clair que c'était leur projet et pas un projet seulement de WWF. Nous avons ensuite utilisé nos contacts au gouvernement du Canada pour mettre ce projet sur le radar du gouvernement fédéral et avons reçu une invitation à un atelier sur les aires protégées où leur proposition a été élaborée par divers ministères. La photo, c'est d'une réunion il y a un an et demi à Canmore, en Alberta, pour permettre aux communautés autochtones d'en savoir plus sur les objectifs de protection du Canada, notamment les aires protégées et la conservation autochtone. À l'origine, la zone était soumise à un processus de planification de l'utilisation du territoire avec ces cartes à gauche qui présentent des frontières, puis une liste de caractéristiques importantes de l'environnement qui justifient la protection. Comme tu peux imaginer, ce n'était pas assez pour avoir la protection. Alors, ce que nous avons fait, c'est utiliser nos services de GIS interne pour améliorer la carte. Et nous avons également payé et aidé à organiser des ateliers dans la communauté pour les aînés, aussi pour la plus grande communauté totale, pour créer une soumission d'environ 20 pages pour la même processus qui était accepté et qui est maintenant en train d'être délibéré pour l'inclusion dans le plan territoire de Nunavut. Je vais juste rapidement aussi montrer ces deux cartes-là parce que j'adore ces cartes. À gauche, on voit une carte qui comprit leur nom et lieux traditionnels. Et je vais juste vous donner l'information que la zone qu'on voit à gauche, c'est la même taille que le pays de la Suisse. Et on voit comme des centaines de places traditionnelles qui sont utilisées par une communauté de 1200 gens. Alors, ça démontre vraiment comment les représentatifs de territoire utilisent le territoire, même s'ils ne sont pas nombreuses, mais le territoire est immense. Et à droite, on a les habitats importants pour les espèces qui utilisent cette aire aussi, comme des caribous, les ours polaires et les oiseaux. Et je vais juste finir avec cette citation ici. Ça vient d'un aîné de Tolajuak. Et ça dit que nos connaissances sont basées sur ce que nous a précédé. Aujourd'hui, nos aînés, nos enfants et nos petits-enfants dépendent de l'argent et des opportunités économiques pour survivre. Mais pour que notre histoire survive, pour que nous nous souvenions de qui nous sommes, nous devons protéger Avictuk. Non seulement pour que la faune et l'environnement survivent, mais aussi à cause de nos histoires, pour les expériences riches et vastes que nous avons vécues ici en tant que peuple. Ils continuent de vivre parce que nous avons cet endroit à utiliser comme terrain d'enseignement, comme réalité physique, à notre histoire et notre culture de survivre. Et je suis vraiment fier de dire que l'année passée, une étape que nous avons franchie a été appuyer une demande auprès du gouvernement fédéral pour les fonds pour continuer d'étudier ce domaine de protection. Et l'année passée, la communauté a directement reçu un demi-million de dollars pour continuer ce travail eux-mêmes. Et nous sommes très fiers de ce manière de travailler.
Alors, juste pour finir, une petite conclusion. Je pense que pour faire face aux crises biodiversité et aussi aux crises climatiques, ça prend des partenariats improbables. C'est sûr qu'on a besoin le développement économique au Nunavut. C'est un territoire qui a besoin de beaucoup d'opportunités et beaucoup d'investissements dans le futur pour les opportunités économiques. Nous devons travailler ensemble pour trouver des solutions créatives. On doit trouver les solutions innovantes et les présenter aux législateurs ou législatrices pour aider à accélérer des longs processus de planification. Nous avons l'occasion de bien faire les choses dans le Nord pour la biodiversité, pour le climat et pour le développement économique. Alors, merci beaucoup. Merci, Brandon. Marc-André Gagnon, je pense que vous avez votre micro ouvert maintenant. Tu peux poser ta question. Marc-André? Et Marc-André a une question sur le carcajou. Carcajou, c'est ça? Wolverine? J'ai vu la question, je pense que c'est une question qui était posée durant la présentation de Jean. Moi, je ne suis pas un biologiste de carcajou ni original du tout. Mais peut-être Jean, ta réponse à ça, et sinon on peut continuer. Merci de me refiler cette question. En fait, je ne suis ni un spécialiste de l'orignal, ni un spécialiste du carcajou non plus. Donc, Marc-André, je ne peux pas répondre de façon scientifique à ta question. Si tu en avais une sur les baleines, ça me ferait plaisir. Je peux dire peut-être que selon moi, juste pour en lire la question, je pense qu'avec la crise de la climat et la crise de la perte de biodiversité, ça vaut la peine de faire des updates beaucoup sur les plans pour la gestion de la faune. Et c'est sûr que les plans que nous avons faits il y a 20 ans, on doit regarder maintenant avec les yeux vraiment critiques pour voir si les conditions sont les mêmes, si les habitats sont les mêmes. Et comme Jean, je ne peux pas donner un commentaire sur la situation spécifique des carcajous et les orignaux, mais surtout, c'est difficile d'imaginer si on fait un plan aujourd'hui que dans 20 ans, le même plan va être comme exactement parfait. Et c'est sûr que, comme moi, quand j'ai parlé de la planification de le territoire, c'est un processus qui ne donne pas les aires protégées qui sont permanentes, c'est vraiment les aires qui sont évaluées chaque 5 années. Et je pense que ça, c'est important avec tous les changements qu'on va avoir dans les prochaines 10 ans. On a vu beaucoup, mais c'est sûr que le nombre de changements qu'on va avoir dans les prochaines 10, 15, 50 ans va être énorme. Ce qui est très intéressant dans le point que tu amènes, Brandon, aussi sur cette gestion du territoire, souvent à l'international, on est dans des négociations où on ferme des territoires, où on donne un accès partiel avec ce qu'on appelle entre autres les autres mesures de conservation efficaces, qui sont des catégories d'aires protégées. Mais là, la dimension supplémentaire qui est intéressante, je trouve, c'est d'adapter certains territoires en protection en fonction, évidemment, des routes migratoires ou des cycles de vie de la biodiversité que l'on veut protéger. Donc, c'est une notion qui est fort intéressante et qu'on va garder en tête lors des négociations internationales. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Ne vous gênez pas. Sinon, merci beaucoup, Brandon. Très bonne présentation, comme avec Eric d'ailleurs. Alors, je passerai à Jean-Philippe Messier. Jean-Philippe est fondateur et directeur de la réserve de biosphère de Manicouagan, Wapishka. Alors, Jean-Philippe, tu vas t'accompagner d'Éric Canapé, conseiller Savoir-Inous et Territoire. Alors, Jean-Philippe, je te laisse la parole. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon.
Parfait. Merci, Jean. Donc, effectivement, merci de l'introduction. Jean-Philippe Messier ici, puis mon collègue et ami Éric Canapé va partager la présentation avec moi. Alors, on va vous parler, en fait, évidemment, de notre approche en matière de conservation, mais aussi, on va vous faire la présentation de l'organisation RMBMU, de l'organisation aussi Station Wapishka, passer à travers quelques éléments qui sont fondamentaux pour comprendre l'approche qui est mise en cause ici. Alors, premièrement, là, Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Wapishka. Bravo Jean pour l'avoir bien prononcé tout à l'heure. Les termes sont confondants. Réserve de biosphère n'est pas une aire protégée. Alors, oui, pardon, ça m'indiquait que j'étais déconnecté. Alors, la réserve de biosphère n'est pas une aire protégée. C'est un joueur qui veut être structurant dans son milieu, dans l'ensemble de la communauté où elle opère. C'est une désignation morale de l'UNESCO, c'est ce que vous voyez à l'écran, sous l'égide du Programme sur l'homme et la biosphère. Donc, on a un pied dans ce que Jean introduisait, les aspects internationaux de la conservation, les négociations multipartites entourant ces enjeux-là, et aussi, de par la désignation très locale sur le territoire, un pied dans une dynamique très terrain aussi en termes d'approche, puis en termes disons, d'importance qu'on impute là, aux différentes actions qu'on prend. Donc, ce dont on va vous parler en termes d'approche aujourd'hui, c'est une approche qui est premièrement d'implication pleine et entière de la communauté Innu, particulièrement celle de Pessamit, et une approche très terrain en termes de mise en place là, des objectifs que l'on a. Alors, vous voyez ici là, le territoire désigné. C'est une très grande région au nord de Bécomo qui inclut la ville de Bécomo. Comme je vous disais, la réserve de biosphère est une désignation morale qui inclut par ailleurs ville et village. C'est une grande région à l'intérieur de laquelle, comme je vous disais aussi, la RMBMU comme organisation essaie d'avoir un impact social positif important et tente d'impliquer l'ensemble des parties prenantes là, pour accomplir ces objectifs. Vous voyez ici le territoire de la RMBMU superposé à celui du Nitassinan de Pessamit. Éric, là, tout à l'heure, fera une présentation plus fine de ces aspects-là. Et vous voyez là, en tout petit la station Wapishka pour vous représenter le fait qu'il y a donc eu implantation de cette station de recherche-là au cœur du territoire désigné par l'UNESCO et au cœur du Nitassinan de Pessamit, afin de déployer les différentes actions dont il va être question dans la présentation. Donc, la voici, cette station, une station qui vient en fait ajouter un joueur structurant dans tout l'arrière-pays de la réserve de biosphère et du Nitassinan. C'est important de le dire puisque dans le Nord, en général, on a souvent affaire à de grands territoires où il y a peu d'acteurs mobilisés. Donc, c'est important d'ajouter des joueurs structurants comme ça pour faire en sorte de pouvoir déployer les différents objectifs, notamment ceux en conservation. Dans le cas du territoire Manicouagan-Wapishka, tout ce dont on va discuter aujourd'hui ne serait pas possible sans l'implantation d'une plateforme comme celle de la station Wapishka, d'où émanent différentes actions très, très terrain. Alors, évidemment, la station n'est pas implantée à cet endroit-là pour rien. C'est un territoire au niveau de la biodiversité qui est particulièrement intéressant, très unique au niveau régional. Là, on a un croisement entre l'altitude des montagnes et la latitude à cet endroit-là qui crée on retrouve là les différentes strates de végétation qu'on retrouverait si on prenait une marche entre le fleuve Saint-Laurent et la baie d'Ungava en quelques heures, en quelques kilomètres. Donc, ça crée des écosystèmes tout à fait particuliers et il y a un intérêt de recherche là qui est immense. C'est pourquoi la station, par ailleurs, fait effet de station de recherche scientifique, évidemment. Et c'est aussi un reflet de l'un des intérêts de la RMBMU de se consacrer à l'implantation de la station Wapishka avec le Conseil des Inuits de Pessamit en termes de développement de la recherche et de faire en sorte de faire connaître auprès de la communauté de chercheurs du Québec et d'ailleurs tout l'intérêt que revêt le territoire de Manicouagan-Wapishka.
C'est également un territoire avec un haut potentiel de développement, notamment récréo-touristique. Il en sera question dans la présentation. Vous avez là une image du mont Arfan dans les monts Gros. Vous voyez la 389, là, qui est une route nationale numérotée juste à la droite de votre écran. Et donc, un autre intérêt de la part de la RMBMU de venir faire en sorte de bien encadrer, de bien stimuler, mais de la bonne façon, le développement de cet arrière-pays-là, qui a beaucoup à offrir, notamment en termes de panorama, mais aussi en termes de découvertes scientifiques, de découvertes de la nature, etc. Un autre élément que la station Wapishka permet, c'est la mise en réseau avec des groupes d'intérêt. Donc, vous avez là une carte des différentes stations du réseau Interact. Donc, c'est toutes des stations de recherche, un peu comme la station Wapishka, qui, dans plusieurs coins du monde, là, œuvrent à développer la connaissance sur les écosystèmes nordiques et agissent eux aussi comme des plateformes de déploiement de différents objectifs, notamment des objectifs de conservation. Alors, ça, c'était un autre intérêt de la part de la RMBMU. Là. Les réserves de biosphère travaillent comme ça. Les réserves de biosphère sont, à prime abord, un réseau international de sites désignés partout dans le monde et travaillent avec des réseaux internes de l'UNESCO et externes aussi, comme celui-là, pour développer les différentes approches. Donc, j'arrive au moment où je vais céder la parole à mon collègue Éric. Là, vous avez ici l'illustration du partenariat entre la RMBMU et le Conseil des Inuits Pessamit qui a mis en œuvre et fondé la station Wapishka. À toi, Éric. Oui, Notamitchik, Jean-Philippe. Bonjour tout le monde. Merci, Jean-Philippe. Avant de parler de partenariat, je vais reculer un petit peu en arrière, là, au cours des dernières années, là, ce que le Conseil voulait faire, en fait, là, au niveau de ses orientations, la façon que le Conseil ou la communauté aussi voyait le développement du territoire, c'est de vouloir se réapproprier son territoire, sa culture. On voit de plus en plus les jeunes qui veulent revenir aux sources, à la source là, de vouloir reprendre leur tradition aussi. Donc, oui, ça fait suite ça, à plusieurs années d'exclusion au niveau du développement du territoire, là, de la communauté. Fait que, suite à ça, on a eu des pertes immenses là, au niveau culturel pour nous autres pendant plusieurs décennies. Donc, il y a une transmission aussi qui n'a pas été faite là, à ce moment-là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, là, ce partenariat-là. Quand elle s'est présentée, le Conseil, ben, il s'est dit que c'était l'occasion là, de mettre sa vision là, en application là, sur le territoire. Une nouvelle façon d'occuper le territoire, plus contemporaine, une nouvelle façon de gérer aussi le territoire, de participer à la gestion territoriale qui permettait aussi là, une transmission là, des connaissances là, vers nos jeunes. Donc, ça rejoint un peu là, la mission de la station aussi. Là, c'est toute l'importance là, de ces points-là, là, la tradition via le scientifique, l'apport des jeunes aussi, là, puis une occupation du territoire, le Nitassinan qu'on appelle. Pourquoi ce territoire-là? Ben, on sait que le territoire est important, là, très, très important même là, pour les nations, notamment la nation Innu. C'est la base de notre culture. La langue provient de ce territoire-là. Tous nos savoirs traditionnels, je pense que les deux premières présentations là, ils ont souligné l'importance du territoire et de la culture et des cultures là, autochtones. Donc, c'est ça, c'est ces savoirs-là qu'on veut se réapproprier par le territoire, en réoccupant notre territoire aussi. Puis tout ce qui fait partie du territoire, notamment le caribou. Le caribou, c'est une espèce très importante là, dans notre culture. C'est un animal vénéré. Il a permis la survie de nos ancêtres. Il a permis qu'on soit encore
présents aujourd'hui en fournissant les outils, en fournissant la nourriture, en fournissant les habits. Il a modelé nos façons de penser. Ça fait partie de nos valeurs de partage et de respect. Donc, c'est des choses, le territoire qui est très important. Là, on voit nos ancêtres qui ont occupé le territoire et que leur savoir aussi, là, on veut se les réapproprier puis on veut les retransmettre à la jeunesse. L'importance du territoire, c'est tout ça. Puis au niveau de la station, là, où elle est située, là, il y a du caribou, fait que ce serait parfait là, pour faire des projets de conservation. On voit le Chapdelaine, c'est une habitation traditionnelle là, des Inuits. Puis de la façon qu'on pourrait placer aussi là, la station, là, intégrer la station dans le Chapdelaine, c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu d'apprentissage, de partage aussi, là, d'essayer de trouver des nouvelles approches, des nouvelles façons de conservation, de travailler ensemble pour l'environnement et pour la biodiversité aussi. Fait que le Chapdelaine puis la station, c'est vraiment des lieux qu'on veut garder bien présents dans la culture, dans notre culture. Il y a quelques années, là, pour revenir là, vraiment au nouveau modèle de conservation, le Conseil a mis en place là, un secteur, un département territoire ressources là, qui avait un rôle de protection là, des droits, de l'environnement, du territoire. Et les agents territoriaux en font partie aussi. Fait que les agents territoriaux ont un rôle de protection, de surveillance du territoire, là, la protection des activités traditionnelles, un suivi de l'Inuitun des activités traditionnelles, sensibiliser les gens aux valeurs là, de chasse traditionnelle aussi, c'est la cueillette de données statistiques. Puis, il y a une collaboration aussi là, entre nos agents et les agents de la faune là, du Québec. Ils ont travaillé, je sais qu'ils ont travaillé un peu là, dans la surveillance des monts gros de Wapishka il y a quelques années. Donc, certainement, là, ils ont un rôle à jouer, là, ces gens-là, puis le conseil, puis le partenariat avec la RMBMU. Je pense que c'est une nouvelle vision, une nouvelle approche là, de protection et de conservation de territoire pour sauvegarder là, la culture qui est très importante là, pour la communauté. Donc, je vais repasser la parole à Jean-Philippe. Je vous remercie beaucoup et Eric, merci beaucoup pour cette partie-là de la présentation. Effectivement, vous avez les agents territoriaux à l'écran. C'est un aspect fondamental en termes d'approche. Puis Eric vous l'a bien mentionné, là, c'est probablement la première chose à dire dans le modèle qui est émis ici, c'est de faire en sorte d'avoir une participation pleine et entière, très concrète de la communauté de Pessamit via les agents territoriaux dans les mesures de conservation sur le territoire. Alors, on va vous donner un exemple bien concret de ça. Vous avez une image de la station qui représente bien où elle est située par rapport au mont Gros, au mont Wapishka, donc juste au pied. Ce que ça fait, là où c'est important, c'est qu'il s'est développé, à cause du potentiel récréo-touristique dont je vous parlais tout à l'heure, une activité motoneige qui est rapidement devenue hors contrôle. Donc, l'avènement des machines hors piste, là, avec des crampons de 3 pouces, autant de chevaux vapeur qu'on peut en avoir dans un SUV là, dans le monde automobile, se retrouve maintenant dans des motoneiges et permettent aux adeptes de monter jusque sur le sommet des montagnes. Et là, a dû se développer toute une approche de conservation pour faire en sorte que ce milieu-là,
qui est une réserve de biodiversité, non pas une réserve de biosphère. Ça fait partie de la grande réserve de biosphère, mais c'est aussi un territoire protégé de catégorie 2 du ministère de l'Environnement. Il y a dû avoir différentes approches de mise en place pour assurer la conservation de ce territoire-là, notamment par l'entremise des agents territoriaux qui ont rapidement pu prendre part à tous les aspects de surveillance et de sensibilisation dans le secteur. Alors, vous avez là une image là, des agents territoriaux en action. Et d'ailleurs, la présentation va se terminer avec une vidéo des agents territoriaux juste après là, la fin de la présentation qui va vous montrer encore plus la façon dont ils travaillent. Donc, juste pour vous montrer là, bien concrètement, je suis comme Brandon, j'aime bien les cartes. Là. La station est située juste au pied du massif. Ce que vous avez en gris, c'est la zone qui est interdite pour la motoneige. C'est la zone alpine de 800 mètres et plus. Et donc, il y a c'est là que les écosystèmes sont sensibles et où on pouvait présumer une altération de la biodiversité avec l'avènement de la motoneige de montagne. Il y a un sentier qui a toujours été là, qui ne vient pas de la station Wapishka, mais qui a été aménagé il y a très longtemps, qui permet un accès aux montagnes. Alors, quand je vous parlais là, en termes d'approche, d'ajouter un joueur structurant, en s'implantant à cet endroit-là, la station Wapishka est venue prendre un certain contrôle de l'activité et a commencé à pouvoir influencer les influenceurs de ce monde-là, c'est-à-dire le monde de la motoneige de montagne. Il y a eu, pendant des années, depuis 2013, toute une discussion autour de la motoneige de montagne qui a permis d'en arriver à un protocole d'encadrement auquel la RMMU a joué un rôle central dans l'élaboration et dans l'application de ce protocole-là, qui fait référence à des secteurs autorisés et non autorisés, à la présence obligatoire d'un guide accrédité, qui fait référence à des périodes d'utilisation, qui fait référence aussi à des équipements illégaux au niveau de comment la motoneige là, est équipée. Et donc, là, il y a eu une grande concertation qui a duré plusieurs années, qui est encore en cours en ce moment, qui a permis de déterminer les règles du jeu et a permis de faire en sorte là, d'établir où on pouvait faire de la motoneige et où on ne pouvait pas en faire, et surtout comment. Ça a été jumelé ça à une campagne d'acquisition de connaissances. Alors, vous avez l'héliport de la station Wapishka à l'écran. Et il y a des campagnes d'acquisition de connaissances, notamment au niveau des plantes rares et menacées, au niveau de la faune, qui se déploient à partir de la station et qui ont permis, par exemple, de trouver dans des endroits là, où même en été, il y a encore des combes à neige, différentes espèces floristiques très particulières, notamment des espèces, on dirait que ça n'apparaît pas très bien à l'écran. Il faut que je fasse attention pour ne pas me tromper. Là. Je sais qu'il y a des gens beaucoup plus connaissants en botanique que moi qui écoutent, là, mais des espèces typiques des milieux calcaires qui ne devraient pas se retrouver là et qui sont donc des espèces de carex, de saxifrages qui devraient normalement, qui n'étaient pas répertoriés et qui devaient faire intervenir un certain effort de conservation. Donc, ces trouvailles-là ont eu un impact direct sur sur le protocole de motoneige. Alors, vous voyez là le protocole 2018-2019. À l'été 2019, il y a eu la campagne d'acquisition de connaissances et dès l'hiver suivant, vous voyez le protocole qui se modifie, là, si je reviens à la carte précédente. Alors, ça, c'est l'ajout de zones d'exclusion en fonction des trouvailles qui ont été faites par les campagnes d'acquisition de connaissances. Alors, vous avez là un modèle adaptatif en fonction de la connaissance qui est acquise au fil des années, qui permet non seulement d'exclure certains secteurs, mais de communiquer l'importance de ces plantes-là et de cette biodiversité-là aux différents influenceurs auxquels je faisais référence un peu plus tôt. Et bien sûr, pour que tout ça fonctionne, mais ça prend une certaine surveillance. Et donc, la station Wapishka fait office de base permanente pour les agents territoriaux du Conseil des Inuits de Pessamit. Ils ont des installations là, et ils arrivent à n'importe quel moment et peuvent déployer des activités de surveillance, mais pas juste de la surveillance, aussi des activités de sensibilisation, des activités en lien avec la sécurité aussi des usagers dans la montagne. Alors, vous avez là un exemple de participation tout à fait concrète des Inuits de Pessamit sur le territoire, une prise en charge territoriale de la part du Conseil et à partir de la station Wapishka qui agit comme un joueur structurant, toute une activité de surveillance et de sensibilisation qui est possible de déployer à cause de ces intervenants-là.
Pour terminer, il y a, à partir du moment où on s'intéresse à ces questions-là, ça nous permet aussi d'avoir un certain recul puis de regarder la question de la motoneige, mais de façon beaucoup plus élevée. Et là, vous avez une carte sur le territoire, de l'ensemble du territoire, où on voit aussi apparaître les claims miniers, l'industrie forestière, les baux de villégiature, et pour vous montrer qu'il n'y a pas juste la question de la motoneige et que les agents territoriaux et le partenariat entre la RMBMU et le Conseil des Inuits va aussi être appelé à regarder de quelle façon on doit aborder les autres enjeux de nature plus industrielle, de plus grand déploiement que la question de la motoneige. Et puis, c'est ce qui permet d'avoir un certain lien, pour revenir à ce que Jean mentionnait, un certain lien entre les objectifs internationaux, il était mentionné ceux d'Aichi, par exemple, qui font partie des objectifs avec lesquels on travaille comme réserve de biosphère de l'UNESCO, et les différentes dispositions sur le terrain comme tel. Donc, ça fait le tour là, de la présentation qu'on avait à vous exprimer aujourd'hui, en réitérant l'importance du modèle qui est le nôtre, c'est-à-dire participation pleine et entière de la communauté Innu à proximité, celle de Pessamit en particulier, et une approche très terrain, adaptative en fonction des connaissances pour vraiment là, faire une différence sur des activités précises à des endroits précis. Merci beaucoup. On veut que ce soit les Autochtones de Pessamit qui surveillent le territoire. Des agents autochtones qui viennent ici à la station, puis ils surveillent le territoire. Notre rôle ici, c'est qu'on patrouille le territoire. Il faut protéger ces places-là pour la flore, la biodiversité qu'il y a là, qui est unique au monde. On serait, comment je dirais ça, il y a eu un manquement dans une génération antérieure. Ils ont été pris du territoire. Mais fait qu'on est revenu, on se réapproprie notre territoire qu'on n'a jamais cédé à personne. Tranquillement, peu à peu, on se rétablit sur notre territoire. La station est un pont entre nos communautés, duquel on peut déployer des projets de plus en plus ambitieux dans le quotidien, au niveau de nos organisations, puis au niveau du développement qu'on veut pour notre région. Mon plus grand rêve de la station, c'est qu'on continue. Je trouve que la station a un grand potentiel. C'est important qu'il soit ici parce que c'est un territoire ancestral qu'on espère pas le perdre un jour. Jean-Philippe, tu pourrais peut-être préciser qu'est-ce qui se passe concrètement en termes de projets de recherche et est-ce que le public a accès à la station? Oui, le public a, merci Jean pour la question, le public a accès à la station et que ce soit le public en général pour des fins, disons, de visite ou récréo-touristique et l'ensemble de la communauté de chercheurs aussi a accès à la station. Ce qui est particulier de la station Wapishka comparativement à d'autres stations de recherche, c'est qu'elle n'a pas été fondée par une université en particulier. Donc, c'est une initiative bottom-up, comme on appelle. C'est une initiative du milieu qui a été faite en partenariat avec différents partenaires, dont la Société du Plan Nord par ailleurs. Et ce que ça a comme dynamique, c'est que l'ensemble de la communauté de chercheurs est évidemment la bienvenue et on ne travaille pas avec une université en particulier. On a des ententes, là, notamment on a une entente avec l'INP qui fait que la station est une composante territoriale de l'Institut nordique du Québec. Et en fait, là, ça donne accès à toute une communauté de recherche qui est non seulement située au Québec, mais même ailleurs. Alors, en termes de recherche, bien précisément, il y a beaucoup de choses qui est en train de se développer. Sans aller dans les détails, là, je ne suis pas la bonne personne pour aller dans les détails. Je suis comme toi pour les orignaux. Mais c'est surtout en termes de changement climatique, de sciences naturelles, etc. Puis il y a tout un pan à développer en termes de sciences sociales, notamment avec l'occupation historique et contemporaine des Inuits de Pessamit, qui va prendre place de façon évidente là, dans les prochaines années.
Super, merci. J'aimerais ça quand même profiter de la présence de Éric parmi nous pour lui poser une question, je dirais, sur l'évolution des mentalités. Éric, est-ce qu'au point de départ, il y avait des réticences au niveau de la communauté? Est-ce que cette relation a évolué avec le temps? Parce que là, évidemment, ça amène des restrictions pour certaines activités de skidoo, par exemple. Est-ce que vous avez vu une évolution des mentalités dans le temps? Absolument. Je pense que nos gens sont rendus à un point où ils veulent aussi, oui, il y a les activités traditionnelles, oui, il y a tout ce qui entoure la culture, mais l'important, c'est de vraiment protéger le territoire parce que sans le territoire, là, on ne peut plus pratiquer nos activités. Donc, je pense que l'objectif premier, c'est la protection du territoire, de la biodiversité, puis je pense que le reste va se faire automatiquement. On va pouvoir garder nos traditions, on va pouvoir continuer à les pratiquer et tout ira bien, je pense, avec ça. Merci beaucoup. Alors, merci à vous deux. Très intéressant de voir un modèle vraiment qui est parti de la base, hein, et qui s'est rendu ensuite jusqu'aux autorités. C'est vraiment inspirant. Merci beaucoup pour vos présentations. Jean-Éric a une question. Tu peux répondre à la question de Jean-Éric qui est dans le chat, s'il vous plaît. Au sujet de la catégorie 2 et où se situe la catégorie 2 dans l'échelle, le niveau de protection. Jean-Philippe, unmute. Ah, pardon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Désolé. Donc, merci beaucoup, Jean-Éric, pour la question. Je viens de la voir là, au moment où est-ce que Debbie, vous mentionniez qu'elle était arrivée. Alors, effectivement, la réserve de biodiversité qui couvre environ le tiers du massif des Monts Gros. Donc, on ne parle pas de la grande zone qui était à l'écran là, au début de la présentation, qui est une réserve de biosphère de l'UNESCO, mais la réserve de biodiversité de catégorie 2 qui est sous l'égide du ministère de l'Environnement. Donc, si on veut la réserve de catégorie 1, c'est une réserve écologique. Ça prend un permis pour avoir le droit, soit scientifique là, ou autre, là, pour avoir le droit d'entrer sur un territoire comme ça. Catégorie 2, c'est toute la catégorie où il y a les parcs, etc., qui sont assujettis à des dispositions particulières de conservation, mais où il peut y avoir une certaine présence du public. Les réserves de biodiversité au Québec ont des régimes réglementaires qui sont très divers, là. Donc, par exemple, l'aspect de contrôle de la motoneige pour la réserve de Wapishka, elle est typique à Wapishka, ce n'est pas quelque chose qui est rencontré dans d'autres réserves de biodiversité. Alors, pour nous, oui, c'est le bon statut, ça fait référence à nos objectifs dans le sens où est-ce qu'on veut avoir un certain contrôle, une certaine réglementation de différentes activités qui pourraient être nuisibles pour les objectifs de conservation, tout en permettant un accès du public, parce qu'il y a aussi des objectifs de découverte du territoire, de découverte de ces endroits splendides-là qui sont importants. Et aussi, c'est un endroit de rencontre. Éric le mentionnait, la station Wapishka est un endroit de rassemblement, de rencontre, de réconciliation. Alors, si on enchasse tout ça dans une réserve écologique, puis ça prend un permis de recherche scientifique du gouvernement pour pouvoir mettre le pied là, bien, on passe à côté d'un aspect fondamental en termes d'objectifs d'une institution comme la station Wapishka. Alors, oui, c'est suffisant, c'est même tout à fait adapté, mais ensuite, là où le statut seul n'est pas suffisant, c'est que ça prend ensuite des partenariats comme celui qui vous a été présenté pendant la présentation pour mettre ça en œuvre de la bonne façon. Alors, le statut tout seul, pas suffisant, mais le bon statut avec les bons partenaires, tout à fait satisfaisant et pertinent là, dans le cas qui nous occupe à tout le moins. Merci beaucoup, Jean-Philippe, et merci encore, Éric. On va passer à notre dernier intervenant, Robin Allard. Il est superviseur général environnement chez Agnico Eagle. Alors, Robin, la caméra est à toi. Alors, bonjour à tous. Voilà. Donc, suite au
aux différents modèles qui viennent toujours d'être présentés par les deux derniers intervenants, je vais vous présenter le modèle qui a été choisi par Agnico Eagle dans ses opérations au Nunavut, qui nous permet, de notre côté, d'assurer la protection et la pérennité de la ressource qu'est le caribou au Nunavut. Donc, je vais présenter dans les grandes lignes un peu ce qu'est Agnico Eagle, la présence au Nunavut, la notion d'équilibre que ça demande pour nous permettre d'opérer dans le Grand Nord, les différents modèles qui est accessibles à ces opérations-là et les défis qui y sont associés. Donc, Agnico Eagle, une minière qui a plus de 60 ans avec des opérations à travers le monde, autant au Mexique, en Finlande, dans le nord du Québec et dans le cas qui nous intéresse, au complexe Meadowbank et au site de Meliadine au Nunavut. Agnico Eagle est vraiment dédié dans ses opérations nordiques, ce qui lui permet d'avoir une vision à long terme qui va inclure les communautés locales. On parle beaucoup de partenariat dans les deux dernières présentations et c'est quelque chose qu'Agnico Eagle a essayé d'intégrer dans l'ensemble de son processus. Donc, en étant impliqué et en étant dédié dans ses opérations à long terme au Nunavut, ça lui permet d'intégrer les communautés locales à travers tout ça et d'avoir un but et une vision à long terme qui permettent d'avoir ces communautés-là qui vont être capables de gérer et d'opérer le site minier dans un futur qu'on espère le plus rapproché possible. Donc, je parlais d'équilibre un peu tantôt. Pour opérer une mine dans le Grand Nord, c'est cette notion-là qui est vraiment critique pour nous permettre d'opérer et d'assurer la pérennité de la ressource. Dans le cas qui nous intéresse, le caribou a une grande importance dans les sphères autant sociales, environnementales et économiques. Le caribou représente un élément culturel et traditionnel très important et majeur pour les communautés nordiques. Tout ça dans un environnement et une biodiversité qui est unique au monde. Donc, il ne faut pas oublier que le caribou est aussi un élément économique assez important par rapport aux communautés. Ça lui permet de survivre, ça lui permet aussi d'assurer une certaine transition économique. Donc, pour opérer une mine à travers tout ça, c'est vraiment un équilibre très fin qui nous permet, qui assure à Agnico Eagle la capacité de pouvoir d'assurer la pérennité et d'être capable d'opérer une mine dans ces zones de protection. Donc, il y a certains modèles qui nous sont offerts qui vont nous permettre de nous rendre à ce but critique-là. Brandon a mentionné un petit peu au début sur les mesures mobiles de protection. Ces mesures-là sont vraiment les mesures de protection de base. Donc, c'est vraiment dédié pour toutes les compagnies qui n'auraient pas de structure dédiée en protection. Les mesures mobiles sont vraiment déterminées à partir des communautés locales sur certaines zones et certaines aires qu'ils voudraient protéger. Donc, ça représente un peu la base des systèmes de monitoring et de protection. Agnico Eagle a choisi d'implémenter des plans d'opération des écosystèmes terrestres. Donc, on est allé au-delà des mesures mobiles pour essayer d'assurer d'autant plus la pérennité de la ressource. Nos plans d'opération sont basés sur un apport consultatif de tous les joueurs qui sont présents, donc autant les joueurs locaux, régionaux et gouvernementaux. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment des entrées et des informations de chacun de ces joueurs-là qui nous permettent de développer un plan qui va être uniformisé et qui va être standardisé par rapport à tout ce qu'il fait dans le Grand Nord. Donc, on va être capable de travailler ensemble à assurer la protection du caribou et faire sûr qu'on ne travaille pas chacun en silo. Un exemple, on va vous montrer ici, donc en gros, ce que ça représente un peu nos plans d'opération, c'est un peu ça. Sur une année, on essaie d'avoir des déterminés pour assurer la protection selon les particularités de la saison. Donc, la période de mise bas au printemps jusqu'à la période de rut à l'automne. Donc, nos plans vont changer selon cette réalité-là. On va être capable de s'adapter selon la sensibilité de la saison. Donc, la mise bas, vraiment critique et importante pour tout ce qui est vraiment l'aire de caribou. Donc, il faut vraiment s'assurer à ce que nos mesures de protection pour cette particularité-là ne soient pas les mêmes qu'au restant de l'année. Donc, on essaie vraiment d'avoir des protections qui sont adaptatives à chacune des étapes de cheminement et de la migration et où les caribous, par exemple, vont rester au courant de l'année. On voit un peu dans le bas de l'écran, ça représente un peu ces mesures-là. Donc, par exemple,
les caribous ont toujours, et tous les animaux ont toujours la priorité sur n'importe quel trafic minier. Après ça, au fur et à mesure que les caribous vont s'approcher du site minier, mais il y a différents niveaux qui vont être enclenchés. Donc, on va partir de, bon, ils sont au-delà de 5 km du site minier, ils se rapprochent tranquillement, pas vite, jusqu'à 4 km, il y a un 5. Donc, chaque mesure va demander des mesures de protection différentes qui vont aller d'un niveau 1, d'un niveau 2 à un niveau 3, ou qui peut aller jusqu'à des fermetures, par exemple, de routes ou des fermetures de certaines parcelles de nos opérations minières, tout dépendant où le caribou va se trouver à ce moment-là. Nos plans d'opération, la manière qu'ils ont été un peu décidés ou développés, c'est à travers un groupe de consultation qui a été développé par Agnico Eagle. Le groupe de consultation terrestre, nous, on appelle le TAG, c'est vraiment un groupe de consultation. C'est vraiment un forum où chacun des joueurs présents au Nunavut vont être capables d'apporter des éléments clés qui vont nous permettre de bien gérer le caribou. Par exemple, les groupes qui sont présents dans notre TAG, il y a le comité local. Donc, il y a le Baker Lake Hunters and Trappers Organization. C'est vraiment une organisation locale qui a à répondre de la ressource dans la communauté. Donc, il va être capable de bien gérer, il va être capable d'assurer la tradition et puis de nous apporter, à Agnico Eagle, ce côté de connaissance et de la responsabilisation de la ressource. Il y a aussi les agents un peu plus régionaux, comme le Kivalliq Inuit Association, qui va être présent, le gouvernement du Nunavut et le gouvernement fédéral est aussi présent à ce groupe de consultation-là. Donc, le groupe de consultation va vraiment permettre à chacun des joueurs d'apporter ce qu'il, lui, considère important dans la protection de la ressource. Donc, la protection à court terme, l'accessibilité au caribou pour les communautés locales pour pouvoir assurer la subsistance jusqu'à la pérennité de la ressource à long terme. Donc, autant du côté local jusqu'au côté gouvernemental, c'est important de considérer chacun des éléments. Donc, vraiment, le groupe de consultation est vraiment le processus ou l'ensemble des mesures qui vont être implémentées et qui vont nous permettre d'opérer le site minier. Puis d'opérer le site minier de façon responsable va vraiment passer à ce niveau-là, où chacun va être capable de montrer un peu les éléments que lui vont considérer importants. On va être capable de mettre ça dans un système qui va nous permettre et d'assurer les pérennités et d'opérer un site minier dans une zone assez sensible qui est le Nunavut. La structure du TAG est toujours en évolution. Donc, il y a toujours des nouveaux joueurs qui viennent se greffer à ça. Donc, il y a certains biologistes qui vont finir faire certaines représentations parce que les données ont changé sur la science a changé sur certaines données sur le caribou. Donc, on va venir présenter ça, on va venir intégrer ça à l'intérieur des structures du TAG. Donc, chacun des groupes va être capable de présenter et d'amener la science qui va être capable sans jamais oublier la partie des connaissances ancestrales. C'est vraiment la partie critique qu'Agnico Eagle essaie d'intégrer, les connaissances ancestrales. Donc, considérer ce que les aînés ont vécu et ce que les aînés sont capables de nous aider à gérer dans la structure d'un caribou. Donc, ce que la science va nous dire, mais aussi ce que les connaissances ancestrales vont nous dire. C'est vraiment le but d'Agnico, c'est vraiment d'arrimer ces deux silos-là puis de les connecter ensemble pour faire sûr qu'on soit capable de faire quelque chose qui fait du sens pour tout le monde. Donc, un peu la structure du groupe de consultation, c'est vraiment où chacun va être capable d'apporter ses informations. On va consulter en groupe, on va échanger de façon constructive, on va être capable vraiment de déterminer les éléments, les priorités, les cibles, ces choses-là, qui vont nous permettre, après ça, d'avoir des concertations, d'avoir des décisions qui sont concertées et dans lesquelles chacun va être capable de s'entendre. La majorité des décisions prises à l'intérieur du groupe vont être faites par consensus. Donc, au bout de la ligne, on a toujours été capable de s'entendre sur ce qu'on considérait important. Même si au bout de la ligne, c'est vraiment un processus qui est propriété d'Agnico Eagle, il reste que chacun, le mode de fonctionnement est quand même par consensus et on retrouve toujours. Chaque partie va être capable d'y retrouver ce qu'il veut vraiment au bout de la ligne. Un peu les défis pour faire tout ça, il y a certains défis. Là. Donc, je vous montrais un peu la collecte de données, puis où les caribous sont proches, sont-ils loin, ces choses-là. Tout ça demande un certain défi. Il faut savoir sont où les caribous, il faut être capable de les suivre, il faut être capable de les anticiper. Donc, les défis, c'est ça. Il faut vraiment être capable d'avoir des données qui nous permettent de réagir en conséquence. Donc, il faut être capable d'aller chercher, il faut avoir accès à les zones où le caribou va se situer.
Et il faut être capable d'avoir des données, de collecter des données qui vont nous représenter, qui vont être capables de nous représenter des éléments qui vont être clés, qui vont être capables d'être utiles à notre niveau. La capacité monétaire, par exemple, et de ressources et monétaires pour chaque groupe des communautés locales. Par exemple, je faisais référence au Baker Lake Hunters and Trappers Organization, une petite organisation qui n'a peut-être pas les ressources. Donc, c'est aussi la responsabilité de chacun des parties de s'assurer que chaque groupe ait la capacité de pouvoir participer. Donc, le tag, c'est aussi ça, c'est d'assurer que chacun puisse amener les joueurs qu'il veut et les capacités pour pouvoir participer à ce processus-là. Donc, je reviens un peu à la notion d'équilibre où c'est vraiment entre la protection et l'accessibilité à la ressource de notre côté. C'est vraiment d'assurer à ce qu'on soit capable d'opérer nos opérations linéaires et d'assurer en même temps une migration qui va se passer de façon correcte. Là. Donc, on fait sûr que le caribou va être capable de passer du plan A au plan B sans qu'il y ait eu d'impact majeur de par nos opérations. Donc, un peu une photo qui représente un peu le genre de challenge, de défi qu'on a à vivre, le genre de migration qu'on peut avoir tout près de nos sites. Donc, dans ces cas-là, ça, c'est près de notre site de Méliadine. Le site arrête complètement. Le caribou est vraiment très près. Donc, ça détermine, donc, en consultation avec les agents locaux, OK, on arrête. Aucune opération à l'extérieur va se faire à ce moment-là. Le trafic va être limité en trafic essentiel seulement. Donc, c'est le genre un peu d'exemple d'activité qu'on va essayer de faire où quand le genre de migration va se passer à l'intérieur de nos sites, mais il faut implanter des mesures pour faire sûr que les animaux ne soient pas impactés par l'ensemble de nos opérations. Donc, dans ce cas particulier-là, une cessation de certaines parties des opérations et qui va nous permettre que le caribou puisse continuer à migrer et se rendre à cette période de mise bas, par exemple, dans ce cas-ci, au printemps. Donc, en conclusion, la solution est vraiment dans les mécanismes. On parlait un peu de flexibilité puis d'adaptabilité, mais c'est un peu ça. On parlait d'adaptabilité dans la présentation de Jean-Philippe. Et c'est vraiment ça. Il faut être capable de s'adapter à chacun des parties pour faire sûr qu'on soit capable et flexible et qu'on soit capable de prédire ce qui s'en vient un peu. Donc, nos mécanismes ont vraiment été implantés pour assurer à ce qu'on ait un peu cet équilibre-là entre les deux. L'élément clé, puis Éric le mentionnait un peu dans la présentation précédente, c'est le partenariat avec tous les joueurs qui sont présents. Autant la communauté, il n'y a pas un joueur qui est plus important qu'un autre. Ça inclut avec Nico et Gold. Chacun a sa partie à jouer. Et c'est ce partenariat-là qui fait qu'on est capable, au moins on considère de notre côté, d'opérer une mine de façon responsable et durable. Sans ces partenariats-là, on ne serait pas capable. On ne serait pas capable d'atteindre les cibles qu'on s'est fixées. Donc, le but, l'élément critique évidemment là, c'est capable d'aller chercher la contribution de chacun des joueurs à assurer la protection et d'avoir une migration qui va être capable d'assurer la pérennité de la aire de caribou autant au Nunavut que s'il y en avait eu dans n'importe quelle de nos opérations. Par exemple, le Rhin en Finlande, si on veut. Alors, ça ressemble un peu à ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, Robin. Effectivement, si vous avez des questions, allez-y. Je n'en vois pas. Ben, moi j'en ai une et j'irai un peu dans le même sens que la question que j'ai posée à Éric tantôt. Quelle a été, Robin, l'évolution, je dirais, des mentalités entre le point de départ où vous avez décidé de créer ces groupes de consultation? Est-ce qu'il y avait des réticences? Est-ce que la contribution des communautés locales s'est améliorée avec le temps ou dès le départ, c'était assez bien reçu? Ça a été, je pense que l'intention de chacun des parties au début, ça a été de collaborer, mais il y avait une certaine réticence à partager les connaissances que nous avons. On avait accumulé certaines données dans nos études d'impact. Le gouvernement avait un certain nombre de données, puis les communautés locales avaient un certain nombre de données aussi, puis il y avait une certaine réticence à partager, à mettre tout ça ensemble, parce qu'on ne savait pas trop si, par exemple, avec Nico, allait se servir de ces données-là pour
justifier un site ou justifier une mesure qui n'aurait pas nécessairement du sens pour assurer la ressource. Donc, une fois qu'on était capable de travailler ensemble et de démontrer que l'intention d'Agnico était vraiment on avait le même but commun, donc c'est d'assurer que le caribou soit capable de migrer et qu'on ait le moins d'impact possible. Une fois qu'on a réussi à bâtir ces relations-là, mais ça a bien été. Puis on a vu l'évolution entre la collaboration, entre la certitude, la réticence du début qui est normale, versus on se rend compte qu'on veut vraiment tous la même chose au bout de la ligne. Il y a eu une grosse évolution, c'est terrible. Puis on voit aussi au bout de la ligne avec les nouveaux projets qu'on essaie d'implémenter. On a déjà cette collaboration-là. Il faut qu'on est capable de démontrer un peu plus facilement que Agnico se soucie de ça aussi au bout de la ligne. C'est important pour nous. Donc, les gens commencent à le voir aussi, là, autant dans les communautés que dans les agences gouvernementales. Est-ce qu'on pourrait dire que tout projet demande cette approche d'acceptabilité sociale si on veut vraiment réussir en tant qu'entreprise? Bien, je pense que oui, l'acceptabilité sociale, c'est vraiment c'est juste le premier jet. C'est de continuer après ça. C'est pas juste d'avoir l'accessibilité puis d'arrêter puis OK, on est correct après ça. C'est l'acceptabilité. Puis après ça, de continuer à travailler avec tous les joueurs pour faire ça, qu'on soit sur la même lignée. Des fois, on pense qu'on s'en va de faire une tendance, mais on se rend compte que, oh non, on n'avait pas pensé à ça. Donc, c'est ça l'importance du groupe de consultation. C'est vraiment ça. C'est de ramener un peu tout le monde sur la même ligne puis de dire, hey, avez-vous pensé à ça? Ah non, c'est vrai, c'est aussi, il faut considérer l'ensemble, l'analyse du cycle au complet et non pas juste l'élément. Des fois, on voit un peu juste notre jardin à nous, mais le groupe de consultation, c'est vraiment les étapes subséquentes. Donc, autant, oui, c'est important pour les prochaines étapes, pour l'acceptabilité, mais aussi important de travailler ensemble pour garder cette acceptabilité-là. Parce que c'est pas parce qu'on l'a eu au début qu'on va la garder nécessairement dans l'ensemble du projet. Puis c'est ça un peu qu'on voit ailleurs. C'est important de travailler là-dessus, puis de la garder de A à Z et non pas juste de partir puis de la laisser aller par après. Ce qui est intéressant, et ça rejoint évidemment beaucoup ce que les autres ont montré aussi, c'est, je dirais, c'est cette force qu'on ne tient peut-être pas assez compte à l'international des mesures mobiles hein, qui s'adaptent aussi au cycle et au calendrier. Alors, en tout cas, moi, c'est certainement une notion que je vais amener sur la scène internationale parce que ça semble déjà faire partie de certaines solutions. C'est ça que les agences locales nous permettent et nous ramènent toujours vers la réalité du terrain. Donc, comment on peut vraiment intégrer ça dans la réalité du terrain et non pas juste avoir des programmes de recherche, mais comment les communautés locales vont vivre et toujours de nous ramener vers ça, c'est essentiel, je pense aussi. Moins de bureaucrates, plus de terrain. Voilà. C'est peut-être la conclusion de notre panel de cet après-midi. Il est 15h30. Je tiens vraiment, vraiment à vous remercier sincèrement tous. Ça a été vraiment très, très agréable. Et je pense qu'il y a des belles leçons à tirer de ces 3 présentations. On voit que la collaboration est essentielle, le dialogue est essentiel. Je dirais même la prise de décision commune mène vers de beaux exemples inspirants. Alors, sur ce, merci à vous tous.